Mais on a beau faire des films, faire tout ce qu'on voudra maintenant, tout ce qu'on fait, mais cette ambiance-là, je ne l'ai jamais plus retrouvée dans ma vie, hein, même pas quand je me suis marié, même pas, je veux dire, vous voyez, c'était cette ambiance qui avait le risque d'un côté, la joie de l'autre, c'était effrayant. Ben oui. Ben alors, moi, je suis né le 23 mars 1930 à Tarascon. Alors, je suis née d'ailleurs à Saint-Rémy le 22 juin en 16. Ce qui fait qu'à la Libération, j'avais 14 ans. Mon nom est Henri Nise. Je suis né le 26 novembre 1921 à Saint-Rémy, dans cette maison. Je m'appelle Miane, M-I-A-N-E, Miane, c'est le nom de famille, Roger en prénom. Je suis né au moment de la pyramide le 25 août en 1924. Je suis né le 12 juin 1925. C'est bientôt, c'est le 4 aujourd'hui. Je suis née le 3 mars 1926. Je suis né en 25. Et la guerre, c'est 39. Oui, à partir de... J'avais 14 ans. Et au moment de la guerre, j'avais 16 ans, en 40. 14 ans, j'ai commencé à 14 ans. Et j'ai fait 4 ans de guerre. Moi, en 1944, 23 ans. Eh bien, mon nom de jeune fille, c'est Roumanille. Je suis née ici, dans ce mas. On m'appelle Zézé Ricard, dans le pays et même dans la région, là, parce que j'étais connu, grâce à mon accordéon, j'étais connu assez bien, quoi. Alors, je m'appelle Diva, Judith, Philomène, Brogy. Et je suis née le 18 décembre 1919. J'ai 99 ans, je vous le dis déjà, ça fait un peu long. Hein. Mais enfin, je suis encore là pour prendre le reste. Ben, j'avais 20 ans au début de la guerre, quoi, presque 20 ans. Je passais tous les jours devant Vallée, je voyais la sentinelle avec sa grenade à manche sur le ventre. Là. Bon, ça ne dérangeait pas, c'était... Et les gens vivaient méfiants entre eux. Mais on vivait, on riait. Mais le problème, c'était le ravitaillement. Au début, il n'y a pas eu de gros problèmes parce qu'il y avait des stocks que nous étions en pays de production. Et tout de suite, ça manquait et ça a été des problèmes de nourriture. Heureusement que les paysans, ils mangeaient à peu près normalement, hein. Mais dans les villes, ils ont dû souffrir. Hein. Il y avait le petit train à l'époque de Tarascon et les gens de Montpellier, de Béziers venaient prendre ce petit train et puis on les voyait arriver dans les masses et on leur vendait quoi, ce qu'on avait, des haricots, des... Voilà comment ça se passait, ça. Figurez-vous qu'on mangeait un pain tout noir. Il fallait avoir faim, hein. Il y avait la restriction, là. Oh, pauvre, on mangeait. Le pain, alors les cartes de pain, elles étaient pointillées, là. Et moi, quand je faisais les commissions, on en avait 7. Et la viande, c'est pareil. Alors, il y avait des tickets. Alors, le boucher, le ciseau découpé, on avait droit à tant. Et les enfants, alors, ceux qui n'avaient pas 14 ans, j'étais classé, alors on était classé J3. Alors les J3, ils avaient droit à un peu de chocolat, un peu du lait, je crois, des choses comme ça, un peu plus que les aînés, quoi, voilà. C'est pour ça qu'on avait baptisé le Gros des Jardins, qui faisait 120 kilos, on l'a baptisé J3 parce qu'il était énorme. Enfin, c'était une blague. On mangeait un peu comme on pouvait. On se faisait amis avec le boucher, le boulanger, l'épicier pour avoir un minimum. Hors les cartes de rationnement, quoi. Il fallait faire la queue. Il y avait des fois, quand la chevaline qui était en bas de la mairie, là, alors on allait s'asseoir sur les bancs, sous les arceaux de la mairie, et le garde,
Quand il y en a un qui sortait de la boucherie, hop, il y en a un qui rentrait, chacun son tour. Il y avait, moi j'ai beaucoup de femmes qui étaient là. Et moi j'étais petit, je faisais la queue parce que mes parents ils perdaient la matinée, quoi, ils avaient du travail. Et je prenais après la ration ce qu'on avait droit, ce qu'on m'avait recommandé de prendre. Et naturellement, c'était jamais des beefsteaks, c'était souvent de la daube ou des choses comme ça, quoi. Un tas de trucs, un tas de trucs. Il fallait s'organiser aussi. Et alors on mangeait un pain noir. Il n'était pas bon. C'était le cas de dire qu'on avait du pain noir, hein, là. Et mon frère, qui faisait danser avec son accordéon, il fallait se cacher aussi. José Ricard, c'était lui qui faisait l'accordéon, hein, pendant, il pourra vous le dire ça. Il louait là, il y avait cette remise qui était grande, alors ben, ils annonçaient que ça se propageait par téléphone arabe, quoi, hein, les gens se le disaient les uns aux autres. L'entrée était payante pour les garçons, pas pour les filles, je crois, si je me rappelle bien. Nous, on était petits, on pouvait rentrer. Non, au début, j'étais tout seul. Et puis, on avait formé un petit groupe, là. Il y avait un dénommé Cabassu, Étienne Cabassu, alors il chantait, lui. Puis, il y avait un Coulon, oh, pétard. Ah, mais Thor, pas fort, Thor. C'était le premier batteur, c'est parce qu'il y en a eu d'autres après. Louis Véran. Véran, au saxo, oui. Et au piano, il y avait Bonafous. Et moi, à l'accordéon, voilà. Et ça se disait dans Saint-Rémy, oh, il y a le bal au jardin, tout le monde descendait au jardin. Après, ils l'ont fait à la Galine, je ne sais pas où. Moi, au jardin, je savais parce que c'était pas loin de chez nous. Nous, on allait à pied promener, là, on n'était pas loin. On allait voir les gens qui dansaient, tout ça, c'était... Alors il y en avait un qui faisait le guet, au cas où il arrive un Allemand, là, enfin. Et alors, de suite, quand il y avait quelque chose de suspect un peu, l'accordéoniste disparaissait. Et il demandait, mais l'accordéoniste, où il est? Alors, personne ne répondait. On disait, mais un accordéoniste, mais il n'y a pas d'accordéoniste ici. Et puis l'accordéon était passé par la fenêtre derrière. Alors, ma foi. Il y avait de gros risques, hein, parce que s'ils étaient pris, ils étaient alors... José Ricard sautait et s'en allait dans les champs avec son accordéon pour ne pas abîmer son accordéon. Enfin, il vous le racontera, lui, ça c'est... Quand ils ont commencé à partir, oui, on les a vus bien avant, bien quelques jours avant, on voyait qu'ils étaient pas tranquilles, quoi. Les avions de chasse tournaient sans arrêt, les avions américains. Il y a eu ces camions qui s'étaient remisés chez nous, qui ont été mitraillés. Il y a eu qui avaient fait sauter le dépôt de munitions. Mon parent il me disait, tout mon père, qu'il avait fait la guerre, il disait s'ils font ça, c'est qu'ils s'en vont, ils ne vont pas rester. À Fontvieille, oui, le dépôt de munitions de la marine, hein, qui existe toujours d'ailleurs. Alors, je me rappelle que tout a tremblé. Là. Vite, vite, mon père et ma mère, on était au fond de ce côté qu'il n'y avait pas de demande à mettre de ce côté-là, de tous les rochers. Et c'est là que mon père disait non, il n'y a pas besoin d'une tranchée, ils s'en vont, ils ne vont pas faire la guerre, il n'y a pas besoin de tranchée. Donc, tu as eu ça d'un coup, le ciel s'était embrassé de rouge, c'était dans les. C'était le début de la nuit. Et à ce moment-là, on bombardait. Alors il fallait se lever la nuit et aller se cacher dans les ruisseaux, dans les fossés. Il y avait l'alerte. Dans tous les mas, on avait des tranchées. On avait fait des tranchées pour se réfugier, parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer, s'il y avait des combats ou pas. Mais ma mère tenait à sa tranchée. Alors mon père il faisait la tranchée en provençal, hein, parce que là c'était tout en provençal. Il disait toujours, 4 ans que j'ai vécu là-dedans, maintenant il faut que j'en fasse une, enfin ça le faisait. À la fin, il y a un Allemand qui lui dit, au moment, vous savez, où il y avait la débâcle, qu'ils s'en allaient,
À un moment donné, il lui dit, Monsieur Bourgie, ne venez plus le matin. Ils sont fous, laissez. Et bien, il a été gentil, oui. Ils avaient pris n'importe quel moyen, vous savez, les bicyclettes, d'attelage, n'importe quoi, pour s'enfuir. Ce qui fait que ça c'est... On avait craint le pire, mais il n'y a pas eu de combat. Ils sont partis comme ça. Ils ramassaient tout ce qu'ils pouvaient. Et alors, mon voisin, c'était mon parent même, c'était un cousin, il arrive, il me dit, il y a la débâcle, ils prennent tout, les bicyclettes, tout. Nous avons appris qu'il y avait eu un débarquement cavalaire. Et là, tout de suite, nous avons pensé que ça aurait des conséquences sur la vie pour nous. Premièrement, les Allemands, qui ont été plus nerveux, qui partaient. Alors moi, j'avais ma bicyclette dehors. Ils vont te la prendre. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu une idée. Et il y a eu des bombardements sur Tarascon, sur Arles, sur Avignon, très, très importants. Il faisait le tour, Istres, les voies de chemin de fer, Orgon, le pont de Bompin, Avignon et Tarascon, et puis sur Arles. Il volait à 3000 mètres, paraît-il. Et de 3000 mètres, pour viser une gare, il mettait un peu large. C'était... Je l'ai dégonflé. J'ai dégonflé les roues, et quand ils sont arrivés, capoute, ils n'ont pas prise. Incroyable, incroyable. Ils n'ont pas prise, dites, parce que je l'avais dégonflé. Oh non, un tas de trucs, un tas de trucs. Nous étions à la Villa Louise et on entendait les bombardements, mais ma grand-mère avait peur parce qu'elle avait pas assisté, mais ses enfants à la Première Guerre mondiale. Alors j'avais fait une tranchée que j'avais recouvert avec du bois, des planches et lorsqu'il y avait des alertes, elle descendait se mettre à l'abri. C'était des enveloppes, ça, pas cachetées. Il y avait pour la réponse. Et un jour, je reçois un courrier qui m'écrit en provençal pour que l'ennemi ne comprenne pas. Alors il me met « Sian sauva, vaimo perili », ce qui voulait dire qu'on était sauvés, que ça allait mal pour l'ennemi. Vous vous rendez compte? Oh là! Et le jour du 24, qu'on s'attendait depuis quelque temps, on s'attendait à la libération. Alors mon père tous les jours montait en ville. Alors là, moi, ce souvenir, on voit arriver mon père l'après-midi, là. Quand je vois le Tour de France, que je vois les coureurs qui gagnent l'étape, qui lèvent les bras, je vois mon père, son vieux vélo, son billot devant, là, qui arrive. Il avait levé qu'une main quand même, lui. Qui arrive, ça y est, on est libérés. Ah, putain, alors là, les voisins, ma mère s'embrassait avec les voisins, tout le monde content. Ça avait terminé, on avait fait, ils dansaient quoi, on avait fait une espèce de farandole. Je les avais vus contents pour des baptêmes, pour des mariages, mais jamais comme ça. Ma mère avait les larmes aux yeux, dans le rire, dans son... à 14 ans, là, je dansais comme tout le monde, on riait avec ma soeur qui était plus jeune, et l'autre l'aînée, avec les voisines, tout ça. Et là, j'étais parti dans Saint-Rémy, la rue, la place de la République, la mairie, c'était plein de monde qui promenait les gens, alors se rencontraient, s'embrassaient, mais moi je comptais voir des véhicules américains, des camions, mais il n'y avait rien, ils n'étaient pas arrivés, c'était simplement là, les résistants de Saint-Rémy qui avaient pris la mairie, qui avaient changé les drapeaux, changé tout, qui avaient pris la mairie, qui étaient là, mais il n'y avait pas de camion, il n'y avait rien. Sur la place de la mairie, on s'était réunis tous, et c'est là que M. Charles Moron a pris la parole. Et il a commencé, je l'ai écrit là dans ce petit mot, je crois que ce sont des vers de Victor Hugo, ceux qui sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur tombeau la foule vienne et prie.
Enfin, c'était très émotionnant et on était à la fois heureux et émus. Oui, mais Charles Moron, il était aveugle. Donc il fallait, s'il était là-haut, c'est qu'il y avait mon père avec. Parce qu'il n'acceptait pas de quelqu'un d'autre qu'on lui dise fais ci ou fais ça. Il avait une confiance totale, c'était deux grands amis, il avait une confiance totale en mon père. Si mon père lui dit Charles, j'ai besoin que tu me fasses telle et telle machine, il le faisait, parce qu'il savait que mon père le faisait. Mais là, alors, les gens avaient déterré leurs fusils, beaucoup, ils arrivaient en ville avec le fusil, ma foi. Moi, je voyais ces gens qui promenaient avec des fusils, il y avait les brassards des résistants avec des mitraillettes, avec des armes. Les fusils de chasse, ils sont tous sortis de partout. De partout, tous ceux qui avaient des fusils de chasse, ils prenaient ce qu'ils mettaient d'habitude et ils sortaient avec ça. Nous, on a fait 7 prisonniers le Mans. On n'en a pas tué un. Au contraire, on est un qui s'appelait. Ça m'en reviendra. Guillaume, il a eu des vaches, on a cherché une vache, on a tué une vache pour les faire manger. Donc nous, on n'est pas des assassins. On aurait pu les tuer, mais pourquoi faire? On ne voulait pas les tuer. Et c'est qu'après, au bout du troisième camion qui avait passé, là, qu'on venait d'applaudir tout, qu'on entend ces huées, cette foule qui huait, qui sifflait. On était au boulevard Gambetta, où ça se passait devant le café Riche, tout ça. Là. Moi, ça a été bizarre parce qu'il y a eu un sentiment général de méfiance et de vengeance contre toutes les personnes qui avaient travaillé ou qui avaient collaboré avec les Allemands. Mais il faut dire qu'après, il y en a qui ont arrêté les miliciens de Saint-Rémy. Et il y en a qui voulaient, parce que de partout, Château-Renard, quand on partait les miliciens, on les fusillait. Et nous, à Saint-Rémy, la majorité, ils disaient pour ne pas les tuer. Les miliciens, c'était un organisme créé par les gens qui soutenaient Pétain, et c'était pour lutter contre la résistance. Et au moment de la libération, ils ont eu très peur. Hein. Alors ils se sont cachés derrière la mairie dans une espèce de, comment dire, pas de cave, mais je ne sais pas si ça existe toujours, ça. Et c'est là que mon père disait aux jeunes, ne faites pas les idiots. Il y en a beaucoup qui n'ont rien fait, vous ne les tuez pas. Ça je m'en rappelle, parce que j'ai dit, mais pourquoi tu veux qu'ils les tuent? Ah mais dit, tu vois pas, on les monte, et ceux qui les montent, ils n'ont rien fait pendant la guerre. Ah ça je m'en souviens, alors là, parce qu'alors il avait eu de colère. Oh, je ne l'avais jamais vu comme ça. Et la foule qui était là, ben, vous savez, la foule, ce que c'est, hein, c'est une fois partie, on ne la tient plus, quoi. C'est terrible même. Et alors tous les résistants venaient devant la porte, leur criaient, enfin, mille insultes, les menaçant de tout. Et il a fallu la sagesse de M. Moron pour venir les calmer un petit peu. Et Saint-Rémy, je crois bien que il me l'a toujours dit, papa, que c'était un des pays où il y a eu le moins de morts ce jour-là. Alors on les a fait sortir et on les a emmenés en prison à Arles pendant quelque temps. Voilà, c'était une chose réglée, ça. En tout cas, ce que je me souviens, vous savez qu'il y a eu des collaboratrices. Alors, à la Libération, on les a tendues, celles qui allaient avec les Allemands. Les femmes qu'on transportait dans la ville sur une charrette, à demi dévêtues, et on leur avait coupé les cheveux, enfin le crâne nu. Mais il y en a une que comme elle collaborait et qu'elle se montrait de partout en disant « Moi, je peux vous faire partir en Allemagne ». Elle était le beau manteau en fourrure. Et on l'a descendue, celle-là, la Libération. Elle avait eu des relations un peu trop aimables avec l'occupant. C'est la seule qu'on a descendue, au canal, elle, là, au canal. Je trouvais ça un peu triste, mais j'avais trouvé que de collaborer comme ça avec les Allemands, enfin, de cette manière, c'était pas très bien non plus. Hein? Je crois que dans les guerres, pas vrai, dans les guerres, on voit rien de beau.
Finalement, on ne voit rien de beau. Eh oui. C'est arrivé que le lendemain. Alors le lendemain, la première véhicule que j'ai vu arriver, c'était une Jeep. C'est les Américains qui nous ont sauvés. Oui, oui. Ah, les Charliers, ils sont arrivés 3 jours après. Ah, c'est pas pareil, là. Alors là, ça a été encore pire. Mais ils sont arrivés 3 ou 4 jours après. Oui, ils passaient sur la route de Mayenne. Ils ont traversé Saint-Rémy et ils ont pris la route de Mayenne et traversé le quartier des Jardins. Ils étaient nombreux. Alors, figurez-vous que c'était toute une armée, là. La foule était là, ils applaudissaient. Ça, j'étais au boulevard Gambetta, moi, là. Et on voyait tourner ces camions. Et ils avaient jeté, j'avais réussi à taper un chewing-gum. Que je ne savais pas ce que c'était qu'un chewing-gum. J'étais arrivé chez mes parents avec... il y avait un petit paquet, il y en avait 2 ou 3, je crois. Ah, ma mère dit, oui, c'est les Américains, tu sais, ils me font ça pour se laver les dents. Enfin, du café, des sachets de café. Et ils étaient très généreux, quoi. C'était les Américains qui donnaient tout ça. Et tout le monde, tous les paysans qui avaient des fleurs, ils y envoyaient les fleurs. Je le revois, ça, là, je le revois. Mon Dieu. Là, c'était vraiment la folie, là, c'était vraiment la vraie libération. Ils leur donnaient du vin, on leur donnait ce qu'on pouvait à toute l'armée qui passait, là. Ils nous ont donné, je me souviens, un pain de savon grand comme ça, des saucisses de Strasbourg que je ne connaissais pas, moi, parce que mon père connaissait qui avait fait la guerre. Et puis quoi encore? Les gens me regardaient, ah, tu as la chance, tu as pris des chewing-gums, tu vois, eh ben oui. Mais moi, j'ai vu un morceau de chocolat, l'autre, j'ai vu 3 cigarettes, vous savez. Mais il y en avait quelques-uns qui disaient « On vous libère !» ils criaient. Ah, c'était beau à voir, hein. Là, pour moi, c'était vraiment la libération. Quand les tanks sont arrivés, là, on était libérés des autres. Là, jusque-là, on n'était pas libérés en plein. Tant que je n'ai pas vu les soldats, on n'était pas libérés. C'était des Américains. Et comme je voyais que je ne pouvais rien faire sur place, je me suis dit, mais c'est peut-être le moment de partir avec les Français. Ils sont arrêtés, alors l'armée avait mis bas de la traversée du Réal chez Chabanier, où il y avait Noailles, l'ambulancier. Ils avaient fait un bureau là, et les jeunes sont allés là, se sont engagés. Là, ils mettaient leur initiale, leur nom, tout. Ils s'engageaient pour la durée de la guerre. Il y a eu d'autres amis qui sont venus, comme Mendes, ou Vallée, ou Robert Leroy. Je suis le dernier, il ne reste plus. Ils ont monté dans les camions. Alors ce convoi là n'est pas parti sur Tarascon, il est parti, ils ont resté quelques jours au mas du juge à Mayenne. Tout de suite, ils ont pris mon engagement et j'ai été nommé dans un régiment d'artillerie. Je repartais, c'était une autre vie. Alors il y en a qui ont remonté le Rhône, ils s'étaient partagés. Il y en a qui ont remonté le Rhône sur la rive gauche, d'autres sur la rive droite. Là. Mais en passant par l'Ardèche, pour arrêter les troupes allemandes qui repartaient pour rejoindre le Nord. Et là, ça a été fini, quoi. On avait dit au revoir, quoi, quand leur tank est arrivé, leur tour de passer. Quoi. Ils avaient embrassé mon père, ils avaient embrassé, et merci, au revoir. Et nous avons défilé à Paris. C'était la première fois que je montais à Paris. Et quand je suis passé devant l'Arc de Triomphe, je pensais que j'avais réalisé mon rêve. Et le général de Gaulle est venu décorer notre étendard de la Croix de la Libération.
Mais enfin, tout ça, c'était une époque, c'était la libération.